Alors, je lance. Ce qui pourrait être bien, ce serait de faire une petite phrase courte où tu dis, en gros, t'es allé en Ukraine le week-end dernier, qui raconte que tu dises de déplacement. Tu me dis quand ça Voilà, commence. c'est tout. Et je dis bonjour? Non? Si tu veux. Alors aujourd'hui, pour se rendre à Kiev, c'est un périple en fait, parce qu'il faut d'abord aller en avion jusqu'à Varsovie, puis prendre un bus jusqu'à la frontière avec l'Ukraine, et enfin finir le trajet en train, parce qu'il n'y a pas d'avion qui se rendent en Ukraine, même dans la partie qui est moins exposée au combat, parce que les avions risqueraient d'être abattus par des missiles. Et donc c'est le train avec des contrôles qui sont très longs, c'est un train de nuit, ça prend des heures, on ne dort pas, mais voilà, c'est un moyen que prennent tous les dirigeants européens qui se rendent en Ukraine pour aller là-bas, et d'ailleurs pour tous les Ukrainiens qui se rendent en Europe, puisqu'il y a bien sûr des Ukrainiens qui viennent sur le continent européen. On arrive au petit matin à Kiev. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'accident sur le trajet parce que ce train-là, de nuit, n'a pas été ciblé par les Russes. Mais j'ai visité une entreprise de drones, et le responsable de cette entreprise m'a montré un nouveau drone que les Russes fabriquaient et qui est destiné à s'attaquer aux trains de marchandises, apparemment, mais possiblement de voyageurs. Donc évidemment, il faut être vigilant sur ce plan-là. Quelles sont mes premières impressions en arrivant en Ukraine? Premières impressions, c'est aux premières lueurs de la journée, dans le train de nuit, en traversant ces grandes forêts ukrainiennes, plutôt d'ailleurs au début sans stigmate de la guerre. Et puis ensuite, c'est l'arrivée à Kiev. Et là, le train longe des endroits, des usines, des hôtels qui ont été bombardés ou dont les vitres ont été explosées. Donc très vite, on voit les stigmates de la guerre en arrivant dans Kiev. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'on sort de la gare et la vie continue pour autant. Les gens sont prudents, les gens sont inquiets, les gens sont fatigués, mais il y a une vie comme il peut en exister dans une ville. Il y a une grande résilience de l'Ukraine et des Ukrainiens qui force aussi le respect. Quelles sont les rencontres qui ont été les plus marquantes? D'abord, peut-être le plus fort, parce que c'est le plus horrible de la guerre, ça a été cette rencontre avec des associations qui s'occupent des enfants qui ont été déportés en Russie, dans des territoires qui ont été conquis par les Russes, que les Ukrainiens ont réclamés et qui reviennent sur le sol ukrainien, ces enfants qui sont détruits psychologiquement par la guerre, et ces associations essaient de les réinsérer dans la société. Souvent, ils ont perdu un ou deux parents. Le retour est terrible, d'autant plus qu'ils ont, pour certains d'entre eux, subi un véritable lavage de cerveau. Et ça a été d'autres belles rencontres aussi avec des responsables syndicaux, des visites aussi de terrain. Alors, j'ai visité une usine de drones qui se situe dans la ville de Kiev. Et donc, évidemment, la condition qu'avait posée l'entreprise pour que je puisse la visiter, c'est que je ne révèle pas l'endroit, que je ne prenne pas de photos. J'ai eu la chance de pouvoir, au fond, faire cette visite avec le fondateur de cette entreprise de drones, qui est un jeune Ukrainien, issu d'une école d'ingénieurs en avionique ukrainienne. Et j'ai encore en mémoire une phrase qu'il m'a dite, et c'est ben voilà, nos parents, ils sont sur le front, et nous les jeunes, on est à fabriquer des armes pour eux dans les usines d'armement. Et c'est vrai que l'Ukraine a fait ce choix d'envoyer en priorité les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires, pour que les jeunes puissent être épargnés dans la guerre au maximum. Et donc, quand on est ukrainien et qu'on a plus de 25 ans, on est mobilisable, mais si on travaille dans une usine d'armement, alors à ce moment-là, on est dispensé d'aller sur le front. Et donc, son père sur le front, et lui fabriquant des armes les plus intelligentes possibles, les plus efficaces possibles. Et ensuite, lui et moi m'a présenté l'ensemble des drones qui sont fabriqués de A à Z. Il y a des machines pour tout, importées de pays que je peux pas non plus
révélés, mais qui fabriquent les moteurs, un petit moteur de drone de manière très automatisée et des drones de toutes les formes classiques, ceux qu'on voit, dans un magasin de jouets, à des énormes appareils, qui permettent de transporter à la fois des munitions, des grenades, mais aussi, des éléments pour, ravitailler, sans mettre en danger d'autres personnes, les soldats, qui sont, sur le front. Donc beaucoup d'admiration pour, cette ingéniosité, cette réactivité. D'ailleurs, petite anecdote, le président de cette entreprise, qui a 30 ans donc, m'a raconté il y a quelques semaines, ils ont fait pour tester leurs appareils une simulation de bataille de drones avec des équipes américaines, 200 drones de chaque côté, et c'est les Ukrainiens qui ont, gagné, haut la main cette bataille pour tester leurs appareils. Donc ça montre aussi à quel point, ils sont en avance et à quel point font cette façon de fonctionner d'une industrie, très souple, leur permet de tenir sur le front alors que les Russes ont beaucoup plus de missiles, beaucoup plus de chars, beaucoup plus, d'avions qu'eux. C'est un peu la bataille de David contre Goliath, mais c'est l'ingéniosité, notamment des jeunes comme celui que j'ai rencontré, qui leur permet de tenir. Alors j'ai pas eu le droit de prendre de photos, à une exception près, c'est une photo d'un drone, qui est un nouveau drone qui est fabriqué par les Russes. Évidemment, si j'ai pu le montrer, c'est parce que c'est un drone russe et il y avait un peu de fierté aussi, de la part, du, chef d'entreprise qui m'a fait visiter son entreprise, parce que c'est grâce à l'un de ces drones que ce drone-là avait été abattu. Donc il m'a été montré un peu comme un trophée, peut-être aussi pour que je le montre, dans cette guerre aussi, qui est une guerre, d'image, d'influence. Je suis là-bas, je vois des drones et je vois la capacité de l'industrie, ukrainienne, mais c'est un drone que les Russes fabriquent pour justement cibler les trains, parce que les drones plus gros sont beaucoup moins agiles et beaucoup plus chers d'ailleurs que ces, plus petits, drones. Donc on voit que des 2 côtés, il y a une espèce de compétition, très réactive et qui est essentielle pour, tenir le front ukrainien. Alors comment se passe la vie, à Kiev? Bah, la vie, c'est un peu une alternance de moments de vie assez normale et puis de moments difficiles, puisque Kiev est soumis en permanence à des attaques, aériennes de drones, ou de missiles, et c'est la raison pour laquelle, quand on va en Ukraine, on nous demande de télécharger une application, qui, ressemble à celle-ci. Il y a une carte avec, l'ensemble des zones qui sont en rouge quand il y a des bombardements en cours et en gris quand c'est pas le cas, et surtout ce qui est très utile, c'est qu'il y a un système, qui sonne quand, il y a, des missiles qui sont en l'air, partent de la frontière russe, et le temps qu'ils arrivent sur Kiev, il faut un quart d'heure et donc on a le temps de se rendre aux abris. Donc c'est une application qui fait ce bruit. Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Et donc, il faut aller au plus vite dans les 10 minutes qui suivent dans les abris qui sont soit, au-dessous des maisons. L'application donne aussi l'abri le plus proche en géolocalisant ton téléphone, et donc pour nous, c'était un risque. D'ailleurs, pendant qu'on était dans le train, dans la nuit, nos 20 téléphones, on était une vingtaine, se sont mis à sonner ensemble. Là, on pensait qu'il y avait une alerte sur le train, mais en fait, c'était une alerte à Kiev et on n'y était pas encore. Et puis, dans la nuit, où on y était, il y a eu, une énorme attaque avec plus de 500 missiles et 500 drones, et donc, on l'a passé, dans les sous-sols, de l'hôtel, dans ce fameux, abri, anti, bombardement. Et pour les Ukrainiens, la réalité, moi j'ai gardé l'application depuis, ça sonne toutes les nuits, et donc c'est épuisant nerveusement puisque la journée, il y a cette, situation, de guerre, qui plane, et la nuit, on est empêché de dormir par des alertes. Nous, c'était 3 alertes de suite, et d'ailleurs la troisième, moi j'étais, dans ma chambre encore quand il y a eu, un énorme flash et un bruit, d'explosion. Donc c'est une vie aussi qui est très dure, même pour ceux qui sont, très en retrait, du front, parce que ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Pour quelles raisons je me suis déplacé en Ukraine? Eh bien, c'est d'abord parce que quand on est sur place, on envoie un message très clair, c'est leur dire: «Vraiment, on est là avec vous physiquement».
La deuxième raison aussi, c'est qu'en fait, des relations de confiance avec les acteurs qui se trouvent sur place, que ce soit des conseillers de Zelensky qu'on a rencontrés, que ce soit avec le vice-premier ministre qui était là dans nos débats. Ces relations humaines qu'on noue, au fond, elles sont très importantes pour l'avenir. Et puis, je voulais aussi aller rendre hommage aux soldats qui sont morts pour défendre l'Ukraine, mais aussi pour défendre l'Europe, parce que l'Ukraine, c'est aussi, au fond, la première ligne de défense de l'Union européenne elle-même. Si l'Ukraine tombe, alors les prochains adversaires de Poutine, c'est les pays qui sont frontaliers. Donc c'est aussi notre propre sécurité, notre propre avenir qui se joue là-bas. Et il faut y être, il faut que des responsables politiques régulièrement s'y rendent, et c'est aussi un message adressé à Poutine qu'on ne laissera pas tomber l'Ukraine. Parce qu'au fond, à l'origine de cette guerre, il y a la volonté des Ukrainiens de faire partie de l'Europe. Donc le point de départ, c'est en 2014, sur la place Maïdan, avec cette révolution qui était à la fois plus de liberté pour l'Ukraine, mais aussi faire partie du projet européen. Sur la place, les forces de l'ordre ont démantelé certaines barricades placées par les manifestants pro-européens. Ils occupent cette place depuis plusieurs jours pour dénoncer le revirement du président Yanukovych qui a refusé de signer un accord de partenariat avec l'Union européenne pour se rapprocher de la Russie. S'en est suivi une répression dans le sang, plus de 100 morts, et aussi et surtout une réaction très forte des Russes, de Poutine, qui s'est lancé dans une invasion de la Crimée, et puis après quelques temps de pause, une attaque nouvelle de l'Ukraine. Et donc c'est pour ça qu'il est important maintenant d'accélérer l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Le 25 juin 2024, les Européens ont décidé d'enclencher le processus qui mènera, on l'espère, à une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne avant 2030. Alors l'intégration d'un pays à l'Union européenne, c'est un processus assez long, parce qu'au fond, l'idée, c'est que la façon de fonctionner de la société, ses institutions, soient compatibles avec la vie que nous avons en Europe. Donc ça commence par une année où les Européens, avec les Ukrainiens, ont fait ce qu'on appelle en anglais le screening, c'est-à-dire on évalue, on examine toutes les différences entre la législation du pays, en l'occurrence de l'Ukraine, et la législation européenne. Et donc ce qu'il faut enclencher maintenant, et c'était au fond le message principal qu'on voulait délivrer aux Ukrainiens en allant à Kiev, c'est de dire que nous, on va se battre pour ça. Ce qui est nécessaire, c'est de rentrer dans le changement de toutes les législations ukrainiennes pour les mettre en phase avec celles de l'Union européenne, ce qu'on appelle ouvrir des chapitres, il y en a 6, d'adhésion à l'Union européenne. L'objectif qu'on peut raisonnablement espérer, c'est 2030. À Kiev, d'ailleurs, moi, j'ai fixé un objectif un tout petit peu plus ambitieux, c'est juin 2029, parce qu'en juin 2029, il y aura des élections européennes, et donc ça permettrait aux Ukrainiens de participer à cette élection et de siéger au Parlement européen. Ça suppose que les 3 années qui viennent, 2026, 2027, 2028, les Ukrainiens les consacrent à remplir ces 6 chapitres et donc à changer leur législation pour qu'elle soit en phase avec celle de l'Union européenne. Ces 6 chapitres, ils sont un peu naturels, c'est-à-dire d'abord c'est le socle de la démocratie, ce qu'on appelle l'état de droit, donc c'est un système de justice indépendante, des médias libres. Ensuite, c'est des chapitres qui sont liés par exemple à la transition écologique. Bref, il faut faire tout ça, et tout ça, ça nécessite des réformes que l'Ukraine doit faire avec les syndicats, avec les associations, avec les partis politiques. Donc 3 ans, c'est vraiment le minimum. Pour l'Ukraine, on souhaite aller aussi vite que pour la Finlande, qui avait été l'exemple plus rapide dans l'histoire de l'Union européenne. Et donc, que l'Ukraine intègre l'Union européenne, c'est pas simplement répondre à l'aspiration des Ukrainiens, mais c'est aussi assurer une protection qui sera militaire de l'Ukraine, puisque tous les États de l'Union européenne ont un accord de protection réciproque. Si l'un est attaqué, tous viennent militairement protéger l'État membre qui serait attaqué. Donc l'enjeu est d'aspiration des peuples, mais aussi de sécurité militaire face à Poutine et aux soldats russes.
Alors qu'est-ce que je retire, de ce voyage? C'est d'abord l'immense impératif, d'être avec les Ukrainiens. La présence humaine est importante. Ça peut aussi, se faire, par Zoom, mais ces contacts entre nous, entre les Européens, ce peuple qu'ils aspirent à rejoindre, et eux, ces contacts humains sont importants. Moi, j'ai noué beaucoup de relations, pas amicales, mais en tout cas qui commencent à être proches, que je les connais et je vais poursuivre ces relations, bilatérales. Il y a un certain nombre de dirigeants aussi que je vais essayer d'inviter, en Europe pour poursuivre ce travail. Ça m'a donné aussi beaucoup de force pour me battre pour que le processus d'élargissement reprenne et d'ailleurs on a discuté cette idée que même si les Hongrois continuent officiellement à bloquer le processus, on va le mettre en œuvre pour que, il soit, déroulé et comme ça il pourra aller d'autant plus vite le jour où on obtiendra soit le feu vert des Hongrois, soit à contourner cet obstacle-là. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire, aux Ukrainiens, c'est que, nous, nous sommes là, les Européens, nous pensons à eux, nous sommes d'ailleurs immensément reconnaissants, ce qu'ils font pour nous. Ils nous sauvent la vie, en fait, ils nous donnent la possibilité de vivre comme un peuple libre et donc nous serons avec là, jusqu'au bout, quels que soient les efforts nécessaires. Nous apporterons le soutien militaire, nous apporterons le soutien financier, nous apporterons, le soutien humain et c'est aussi une, déclaration d'amitié, entre, les Français, les Européens, et les Ukrainiens.